du coup, je reprends. Du coup, ouais, mon lien avec le sujet queer éducation, c'est que j'ai commencé l'animation avec le BAFA quand j'avais 17 ans. Ça m'a plu, je me suis professionnalisée, j'ai fait une licence animation, suivi d'un master en socio, mais bon, ça, on s'en fout. Euh, et en fait, du coup, je me suis mis à travailler après mes études dans des MJC, des maisons de quartier. Est-ce qu'il y a encore paix de son, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que tu veux relancer, redonner un peu de contexte vu qu'on t'a pas entendu depuis le début? Oh non, bah de coucou, c'est Yuffie, et les gens ils ont un lien avec le sujet, et voici Renard. Ouais, super. Euh, bref, du coup, en gros, mon lien avec le sujet, c'est juste que je travaille dans l'animation, je fais des formations BAFA, j'ai bossé en centre de loisirs, maison de quartier, colonie de vacances, classe verte, anniversaire, j'ai même fait des maquillages pour enfants. Enfin bref, euh, j'ai fait plein de choses en rapport avec l'animation, et c'est pour ça que je suis là. Ouais. Top. Athélie. Ben moi, ça fait pareil quelques années maintenant que je bosse dans le milieu de l'animation. J'ai commencé en colo. Ensuite, je suis devenue directrice. J'ai bossé aussi beaucoup dans le milieu du handicap. Et maintenant, j'organise des formations BAFA. Voilà. Shaika. Alors, moi je suis Shaika, l'une des mamans de Hacking Social, le site et la chaîne. Mon lien, c'est d'une part que j'ai été prof dans le secondaire. Bon, je le suis toujours un peu, mais plus dans le secondaire. Et du coup, je me suis intéressé récemment dans la vulgarisation à la question des intimidations, du harcèlement scolaire, des violences, notamment à l'école, que ce soit entre pairs, mais aussi adultes sur les enfants, et qui concerne forcément les questions LGBTQIA+. Le secondaire, c'est quel niveau déjà? Le secondaire, c'est... Alors moi, j'étais au lycée. Ok. J'étais, pour être plus précise, terminale et un peu de prépa, mais secondaire, ça s'arrête à la terminale. Ok. Et Sarah. Et ben, pareil, je suis prof aussi. Dans le secondaire, j'ai fait le collège et là, en ce moment, je suis au lycée. Et du coup, ben, comme je suis prof d'art plastique, et ben, globalement, j'ai un peu tous les gamins queer du coin. Oh. Donc, aujourd'hui, on va parler fatalement de mineurs queer ou de perçus comme queer et leur place dans les structures d'accueil scolaire et de loisirs, donc au sens large, un petit peu tous les trucs qui ont été conçus pour foutre des mineurs dedans. J'aimerais commencer, alors c'est pas sûr que ça fonctionne, mais nous allons voir si vous avez un souvenir en tant que ex-enfant queer, mais du coup de quand vous étiez enfant queer, et un souvenir qui vous aurait marqué par rapport à votre queeritude, dans votre perçu comme queer dans ces espaces. Vu que personne ne veut commencer, je me lance. Vas-y. alors, pas forcément un souvenir en particulier, plus un endroit en tant que mineur. Alors moi, j'étais complètement au placard me concernant, clair et net. Mais je crois, et je pense que ça concerne aussi les mineurs hétéros cis, hein, d'une certaine manière, mais moi, ce qui m'a profondément marqué, c'était certains espaces non mixtes, plus particulièrement les vestiaires, que ce soit à l'école, que ce soit en colo, ailleurs. J'ai des souvenirs de douches en non mixte, donc avec les garçons du coup, en colo. C'était pas forcément violent, c'était pas forcément mal intentionné, mais c'était extrêmement dérangeant pour l'enfant que j'étais à l'époque, l'adolescente que j'étais à l'époque et qui n'était pas du tout à l'aise à se retrouver en non-mixité avec des garçons et qui voilà. Et je crois que ça reste un sujet d'actualité d'ailleurs, les toilettes et les vestiaires.
Bah, du coup, j'ai envie de enfin, mon souvenir rejoint carrément le tien et pareil, c'était le placard me concernant, mais c'est marrant parce que j'en ai reparlé avec des amis récemment et ouais, la question des vestiaires, beaucoup les vestiaires de sport du coup, notamment au lycée et ou dans les clubs de sport, et c'est marrant parce que c'était pas la même chose entre le lycée et les vestiaires de clubs de sport, mais j'ai souvenir quand même d'un endroit de comparaison des corps, Mmh. et ouais, pas extrêmement sain non plus. Donc voilà, ouais, pareil, je dirais que ouais, l'un des premiers trucs qui me vient, c'est vraiment les vestiaires. Moi, si je repense à ces années-là, moi, j'étais pas out non plus sur les questions de transidentité. Par contre, c'était l'époque où j'avais mes premières petites copines et je dirais que personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une super famille qui était top avec moi et des fois, juste l'environnement scolaire, je le désaxais un peu. J'étais: «Ah bah, je suis là pour être à l'école et je vais pas le vivre, à l'école, quoi. Je vais pas le revendiquer, je vais pas le afficher et juste ça n'existait pas entre ma queeritude au lycée et tout ça». Voilà. Toujours là. Bah, étant donné que la queeritude, c'était très straight passing au lycée, j'ai pas spécialement d'anecdotes. Mmh. Oui, mais ce qui Désolé. est intéressant en soi. Je suis une privilégiée. Et il paraît que j'étais une gamine queer aussi. Moi, je vais rien avoir de spécifique parce que tout est noyé dans un gloubi-boulga de la meuf est marginalisée et c'est aussi auto-marginalisée toute seule en décidant qu'elle était mieux que les autres et que du coup elle avait besoin de personne et que du coup elle serait toute seule dès le collège et ça m'a très bien servi finalement. Mais ouais. Maintenant vous êtes adulte, paraît-il. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire de votre queeritude au taf, du coup, que ça soit dans vos liens, bah, du coup, avec les mineurs que vous avez en face de vous. J'ai pas d'autres mots qu'en face de vous, tant pis, ou de vos collègues. Je peux me lancer, pour le coup, moi c'est un gros sujet en ce moment, depuis quelques mois notamment. Et pour le coup, j'y réfléchissais aussi un peu avant le live, c'est à la fois hyper positif et hyper doux. Parce que je découvre notamment avec des collègues qui n'y connaissent rien et en fait qui ont eu des réactions hyper propre et au top de ce qu'on peut attendre de la part de personnes pas éduquées. Et à la fois, toujours un truc de dans certains endroits du taf, je suis pas out, et du coup, je continue à entendre des propos, on va dire, de boys club, hein, clairement. Parce que, ben, n'étant pas out, on se permet, oui, certains propos devant moi qui sont dérangeants, insultants, etc., par rapport aux personnes queer. Donc c'est hyper ambivalent. Enfin, je trouve qu'il y a justement dans certains endroits vraiment, ouais, j'ai envie de dire de la douceur et vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui répare des trucs, de se dire, bah, en fait, il y a plein de gens pour qui c'est parfaitement OK et qui en fait, n'en ont, un peu rien à faire, qui vivent avec les gens en face d'eux, comme elles sont. Et à la fois, ouais, on se heurte toujours aussi à certains endroits vraiment à des préjugés bien dégueulasses, quoi. Ouais. Si vous voulez, je peux enchaîner, si ça vous va. Moi, je dirais que ma queeritude, elle transperce par trois aspects. Bah, quand je suis auprès des jeunes, en vrai, en fait, ça va. Enfin, honnêtement,
les jeunes ne se posent pas plus de questions que ça et il y a aucun souci. Enfin, on en parle, et de toute façon, je fais éducation populaire et dans éducation populaire, il y a éducation. Donc en fait, s'ils en parlent, bah, tant mieux, comme ça on en parle parce que ça fait partie de mon taf, en fait, d'en parler. Donc au niveau des jeunes, en vrai, j'ai eu aucun souci du fait que j'étais queer. Par contre, de la part, de parents, plus, où, en fait, il y a un peu l'image, bah, de la personne qui vient transifier les enfants, qu'une personne LGBTQIA+, il y a toujours l'ombre de genre, la personne pédophile aussi. Si on de tape ce genre d'idées reçues, en fait, quand on travaille avec des enfants et qu'on est queer, on peut pas l'enlever que les gens font des associations d'idées. Donc je dirais qu'avec les parents, ça peut être plus compliqué et moi, je fais de la formation BAFA et il y a eu un phénomène assez intéressant, c'est qu'en fait, en tant que personne queer, j'ai tendance à me faire queerifier, très, très fort par certains stagiaires, mais qui vont venir, en mode: «Oh, enfin une personne queer avec qui je vais pouvoir parler». Ouais, je ne deviens plus un formateur, je deviens un adulte queer. Tous les sujets vont tourner autour de ça et des fois, ça m'embête un peu dans mon taf parce que je suis là genre: «Je suis ton formateur avant d'être, ton pote transmasque». Voilà, les 3 trucs dans lesquels ça traverse. Hem, je peux. Alors moi de mon côté, quand j'ai pu interagir, alors surtout dans des interventions ponctuelles puisque j'étais déjà plus prof au quotidien, à ce moment-là, j'ai jamais eu de problème avec les mineurs, pas du tout. Hem, je vais rebondir, sur ce que vous disiez, hein, les seules difficultés que j'ai pu avoir, ça a été auprès d'adultes, forcément. Alors moi, je suis vulgarisatrice donc sur internet, donc le rapport est un peu différent, mais bon, j'ai des commentaires, qui ont un peu changé depuis. Forcément, avec l'essentialisation, hein, du fait que, je suis une femme, je suis trans et cetera. Donc là, ça reste beaucoup avec l'idée que c'est de la propagande. C'est assez, amusant ou plutôt très triste que, depuis que, je suis aussi out sur la chaîne, donc que j'apparais tel que j'apparais actuellement, j'ai pas mal de commentaires, qui n'étaient pas là avant, où on me trouve, moins rationnel, par rapport à l'identité masculine que j'avais avant, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus biaisé idéologiquement forcément et j'ai remarqué que beaucoup d'hommes dans les commentaires ont tendance à m'expliquer des choses. Ça aussi, mais là on est plus sur les questions, de sexisme et cetera. Ça a vraiment été le changement. Au niveau des enfants, alors là, c'est plus en tant que maman. Petite anecdote, moi je trouve ça, vraiment mignon parce que, ma fille est au collège et je vois de plus en plus souvent, des élèves, surtout des filles d'ailleurs, de 3e, qui ont l'air d'être en couple, main dans la main et cetera, ce qui à mon époque n'existait pas du tout et je sais que, auprès d'élèves, lorsque je me présente et quand je dis que je suis l'une des mamans de ma fille, là, au départ, elle comprend pas trop la personne qui est en face, et quand on lui explique, c'est souvent, des étoiles plein les yeux. C'est quelque chose, de formidable. Donc au niveau des mineurs, il y a absolument aucun problème. Tu disais tout à l'heure, c'est doux, c'est bienveillant. Les adultes, par contre, là oui, là j'ai pu en avoir, évidemment, que ce soit, pas au niveau professionnel, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Par contre, au niveau de parents, d'élèves, oui, ça, il y a pu avoir comment dire, des rejets, qui sont passés par ma fille notamment. Genre, elle est plus invitée, à des anniversaires ou à goûter, ce genre de choses, parce qu'il faudrait pas, ça pourrait déranger les autres parents, hein, ce genre de choses. Voilà. Alors, j'ai clairement un avantage de privilège par rapport à vous tous. Euh, Moi, ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivée au lycée en tant que prof, sachant que c'est un lycée pas de campagne, mais je peux dire le département. Petite ville. Ouais, petite ville, mais en même temps, lycée CSP+, donc avec un certain public, un peu élitiste sur les bords.
Et quand je suis arrivée, je voulais absolument pas genrer la personne avec qui j'étais. Donc je genrais tout au neutre. Et ça, pour mes élèves, ça a été le signal que j'étais avec une femme. Donc ça a été en fait, au bout de peut-être 3 semaines, c'était non mais madame, dites-nous que vous êtes avec une femme, ça ira plus vite. Et maintenant, mes élèves ont surnommé ma salle le perchoir woke. Parce que je suis au 3e étage et que c'est la salle des wokistes. Donc ma salle, c'est le perchoir woke. Tous mes collègues le savent, ils ont rencontré les personnes avec qui je suis. Et globalement, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop de problèmes. Je crois que j'ai été plus confrontée au sexisme qu'à l'homophobie. Donc bon, les parents m'ont rien dit non plus. Globalement, ça va, c'est tranquille. Après, il y a aussi le truc que mes élèves aussi, quand ils me voient pour la première fois, j'ai la tête de mes idées. Donc en fait, ils savent, juste en me voyant déjà. J'ai pas trop besoin d'annoncer des trucs. Ce qui me fait penser entre du coup ce que chacun t'a dit, ce que toi tu dis sur la tête des idées, qui est quand même intéressante parce que en vrai, le look que t'as il y a 20 ans n'aurait pas été automatiquement un signal pour les enfants, enfin pour les mineurs. Et du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'évolution finalement des structures d'accueil, qui est à la fois une évolution des structures, mais qui est aussi une évolution finalement des mineurs auxquels on est confronté. Enfin, là-dessus, je trouve que, et c'est aussi pour rebondir sur ce que disait Renard juste avant, sur les clichés qui nous collent à la peau, en tout cas, enfin, là, je parle plus pour Renard et moi, sur le métier d'anime, et clairement, hein, du cliché de la pédocriminalité et des animes, et en plus des personnes queer. Enfin, là-dessus, nous, je trouve qu'on a vraiment la double étiquette de bah ouais, anime plus personne queer, c'est forcément pédocriminel, quoi, dans la tête de tout un tas de gens. Et je trouve que le milieu de l'animation a à la fois tendance, par un certain côté, à se professionnaliser et à vouloir dire que voilà, on va parler de tout un tas de choses, de discrimination, qu'on est vraiment, en coéducation, que, on a des valeurs à apporter aux enfants, que nous-mêmes, enfin, on est porteurs d'un projet et cetera. Et en même temps, ben, je trouve qu'à l'échelle, française en tout cas, on reste quand même sur un sujet dont on s'empare très peu, quoi. Enfin, il y a un truc de, faut garder les gosses et on s'en fout de comment ils sont gardés, quoi. Enfin, les voilà, pour le dire, un peu vulgairement, mais les gosses, c'est chiant et donc peu importe qu'ils fassent de la pâte à sel ou un projet, sur l'année, qu'eux ont décidé et cetera, l'important c'est qu'en vrai entre, 9 h et 18 h, on n'ait pas à s'en occuper, quoi. Donc c'est là où je trouve que enfin, c'est assez ambivalent, aujourd'hui l'évolution et avec la baisse aussi des moyens, qu'on constate, ben, je trouve que ouais, il y a vraiment ces 2 trucs qui s'affrontent, quoi. À la fois nous dans le milieu, on dit: «Bah, en fait on a tout plein de choses à apporter» et à la fois factuellement aujourd'hui sur le terrain quand on se retrouve à 2 pour 40, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, voilà. Après, au niveau de l'école, moi, ce que je pense, enfin, on peut commencer par le harcèlement déjà, puisque j'ai un peu travaillé là-dessus en vulgarisation. C'est, alors que, il y a des études, il y a malheureusement, de graves faits divers, hem, on va même pas les appeler des faits divers puisque c'est vraiment un phénomène, où il y a une grosse responsabilité, étatique, et globale, de suicide de jeunes, à l'école suite à des harcèlements et cetera, dont on sait que c'est lié, notamment, à de la transphobie, à de l'homophobie et cetera et pourtant ça reste encore un sujet, qui est, quasiment, hem, pas tabou parce qu'on en parle, mais
On est très en retard de manière très globale sur le harcèlement scolaire et on est encore plus en retard par-dessus sur le fait de voir les liens, les relations avec différents préjugés, différents rapports de domination, notamment entre élèves et entre pairs, qui sont imputables à la société et aux adultes surtout, notamment sur la transphobie, l'homophobie, etc. Ça, c'est vraiment, on est vraiment très très en retard. C'est-à-dire qu'il y a la vitrine, il y a le discours, ok, on en parle, mais derrière, pas du tout. On a comment dire, des choses très contradictoires, ou alors à demi. Mettons la circulaire Blanquer en 2021, qui a été une circulaire de l'Éducation nationale qui est censée apporter des clarifications sur l'accueil des mineurs trans. Oui, il y a des avancées, mais il y a quand même des choses qui sont extrêmement problématiques. C'est-à-dire que normalement, on est censé respecter le prénom choisi de l'enfant. Je crois que c'est les termes dans la circulaire. Et si les parents, par contre, s'y refusent, bah, ça fait un blocage. La circulaire prévoit qu'il peut y avoir un système de médiation, ce genre de choses. Et du coup, on en arrive à finalement des acteurs, des actrices de l'éducation nationale. On va avoir un peu deux camps. On va avoir les obéissants, c'est-à-dire, bon, bah, les parents veulent pas, donc du coup, on va mégenrer et on va utiliser le deed name de la personne. Et on a d'autres enseignants, et heureusement, ils sont beaucoup, qui sont obligés de faire la désobéissance, en fait. Et qui ne vont pas appliquer effectivement ce qu'on leur demande, ce qui peut créer ensuite des rapports hiérarchiques assez particuliers. Donc moi, je dirais qu'on en est là. On a beaucoup avancé dans la vitrine, dans le discours, c'est clair et net. Factuellement, à l'école, il y a du progrès, mais c'est souvent des demi-mesures. Et surtout, c'est très contradictoire avec tout un aspect politique actuel, où on n'arrête pas de parler d'autorité à l'école. On a la question des questions du style on va résoudre le harcèlement scolaire avec l'uniforme, ce genre de choses, et qui vont être hautement préjudiciables pour les filles et pour les personnes queer, clairement. Donc voilà, on en est à ce stade. Énormément de contradictions et des demi-pas, pas plus. Je me permets de... Pardon. C'est ok, on va essayer. En fait, je rebondis rapidement parce qu'en fait, en gros, aujourd'hui, j'ai reçu mon magnifique JPA, spécial directeur, directrice 2026. Donc, c'est les dernières informations de la règlement. Enfin, c'est en gros, c'est une asso qui vulgarise la loi pour que les directeurs sachent un petit peu, puissent plus facilement s'y repérer, quoi. Et du coup, cette année, on a le droit à 2 doubles pages quand même sur transidentité, connaissances et enjeux dans les ACM. Et globalement, c'est une belle illustration de la vitrine parce que c'est énormément de rappels à la loi et en gros, ils réutilisent la circulaire Blanquer. Et moi, en relisant ça, il y a 2 concepts qui se font un peu face que je trouve intéressants. C'est le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui est amené dans la... tu me dis si je me trompe, enfin si quelqu'un sait si je me trompe, mais je crois que c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, ce concept-là. Voilà, je l'ai lu tout à l'heure, donc c'est vraiment à chaud là. Et qui se confronte finalement à l'autorité parentale sur justement l'utilisation des prénoms et pronoms. Et en fait, ces 2 choses sont censées être, on va dire, immuables, l'autorité parentale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais en fait, dans la loi, du coup, ça se cogne. Parce que bah, du coup, on ne respecte pas l'intérêt et l'autodétermination de l'enfant à cause de l'autorité parentale. Enfin bref. Et en gros, tout ce texte-là nous laisse finalement aussi, pour nous, en tant que professionnels, finalement à la merci des parents. Donc, au final, qui décide, ce seront les parents, quoi. Donc, on en est au même point, je pense, dans l'animation. C'est exactement les mêmes choses, les mêmes questions quoi, qui se posent. Et si juste je peux me permettre une petite précision en plus, au niveau de l'animation, en 2023, on a l'arrêté, un arrêté qui est enfin, l'arrêté en gros qui définit le BAFA date de 2015. En 2023, il y a eu une petite modification, c'est pour renforcer cette idée-là de vitrine. La modification de 2023 vient dire que, désormais, la prévention des violences sexistes et sexuelles et du harcèlement est intégrée dans la formation.
ainsi que la prévention des conduites addictives et des comportements à risque, notamment ceux liés à la sexualité. Et on vient nous parler aussi de transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est en ces termes-là, qui sont en plus, bon, des termes extrêmement, cis quoi, et très peu enfin voilà, on va pas se mentir, très peu queer, mais voilà, c'est vraiment cette idée que oui, en gros maintenant il faut en parler parce que, et c'est comme ça aussi que enfin qu'on nous le dit, hein, dans les instances, départementales, et au-dessus, parce qu'il y a un côté où oui, c'est à la mode, donc il faut en parler, donc il faut faire et c'est là où c'est une vitrine, c'est que c'est pas parce qu'il faut faire qu'on va nous donner les moyens de faire. Voilà, c'est non mais c'est un peu, bon bah voilà maintenant c'est comme ça, démerdez-vous, trouvez un moyen de former les gens et voilà et où, on voilà. Vas-y, vas-y. Et c'est souvent l'inverse, hein. Quand la vitrine, on met le paquet dessus, généralement, c'est que derrière, il y a pas grand-chose, au niveau de l'État, très souvent, c'est comme ça que ça se passe, hein. On a la même chose avec l'éducation nationale. Attends, pardon, j'ai un écho en même temps. Par rapport à EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Où en fait, on a une gigantesque liste de tout ce qui serait attendu qu'on fasse par année. On a 2 heures par an. Voilà. 2 heures par an, tu fais rien. En parlant de vitrine, je n'apprends rien à personne en disant qu'il y a une panique morale sur les jeunes trans depuis quelques années, au pif. Euh, Ceci étant dit, en dehors des médias valorisés, comment vous percevez la situation actuellement? Je pense, on a beaucoup parlé des parents, mais justement, c'est un peu la question qui m'intéresse parce que genre tous les parents n'ont pas leur carte à parents vigilants, heureusement. Euh, donc comment sur le terrain, à quel point le terrain est conflictuel finalement, à quel point la panique morale a infiltré les gens normaux. J'ai un peu l'impression que c'est ce que disait Renard tout à l'heure, en vrai au niveau des mineurs, les mineurs ils s'en foutent quoi. Oui, je pensais plus aux adultes pour le coup. OK, ouais, alors ah oui, Aux oui, adultes du coup, normaux. bah, les mineurs s'en foutent, les adultes s'en foutent moins, effectivement, ouais. On a plein de questions aujourd'hui, enfin, typiquement en formation, c'est des trucs sur lesquels on a des questions et où, enfin, on comprend pas ce que ça vient faire là, quoi. Enfin, moi, je me suis retrouvé des fois face à des gens où on parle d'un tout autre sujet et c'est et s'il y a des trans, comment on fait Et puis là, ça part en tout et n'importe quoi, enfin, et où chaque personne y va un peu de sa réflexion et de voilà et où autant sur des sujets enfin je trouve que typiquement, la laïcité c'est un des trucs sur lequel il y a une panique morale aussi, mais où on a quand même des textes et des voilà des choses qui font foi et donc c'est plus facile de dire bah en fait, dans ces cas-là on prend une approche typiquement une approche légaliste où on prend la loi, on prend, le texte et voilà on regarde et c'est comme ça et c'est pas autrement. Là où ouais, sur les mineurs trans, pour le coup, c'est vraiment chaque personne y va un peu de sa réflexion et enfin, étant donné que c'est pas des mineurs qui sont protégés, c'est aussi, l'occasion de commettre tout un tas de violences et où chaque personne va gérer un peu comme elle le sent et des fois c'est bien intentionné et des fois beaucoup moins et ça fait du mal, quoi. Ouais, c'est un peu l'impression que j'ai, quoi. Au niveau justement de cette alors, tu l'as dit, si on laisse de côté, les fans de Bolloré, les fans de Trump et compagnie, qu'on va plutôt, comme tu disais, interroger les adultes, on va dire, dans leur plus grande banalité, hein, il y a plusieurs points qui reviennent. Déjà, la notion, d'effet de mode et de contagion, sociale est extrêmement puissante et audible,
dans la pensée et l'imaginaire, etc., et convoque le fait de attention, vos enfants peuvent être contaminés, et avec tous les discours de la chirurgie, des médicaments, etc., qui peuvent donner l'impression que mon enfant va finir en mauvaise santé. Donc ça, en fait, quand on est parent, et qu'on laisse de côté vraiment toutes les questions de préjugés, etc., la question de faire en sorte que son enfant puisse être en meilleure santé, etc., c'est quelque chose qui est tout à fait basique. Et je pense que cette notion de contagion sociale, de discours permanent au niveau médiatique, etc., ça prend énormément chez beaucoup d'adultes et chez beaucoup de parents, parce que ça vient titiller quelque chose que les parents généralement ont, c'est-à-dire le bien-être de leur enfant. C'est ça qui est paradoxal, et qui peut complètement se détourner. Donc déjà, il y a ce premier point. Le discours de contagion sociale est extrêmement puissant. Ensuite, il y a l'adultisme. C'est-à-dire, on va retrouver chez beaucoup de parents, enfin beaucoup de parents, je retire le beaucoup, je ne suis pas capable de le mesurer, mais on peut retrouver chez les parents le fait de considérer son enfant comme une propriété. Ou en tout cas de considérer, alors soit comme une propriété, ou soit considérer son enfant, l'adolescent, comme pas tout à fait humain. Il y a une sorte d'un peu de déshumanisation, incapacité de penser, de pouvoir se déterminer, ce genre de choses. Et ça, donc je mets ça sous l'étiquette adultisme au sens très général, c'est quelque chose qui est à tous les étages, et je ne crois pas en 2026 qu'on ait encore ouvert véritablement la question de l'adultisme dans le débat général. Je crois qu'on n'y est pas encore. On le retrouve chez des personnes engagées ou des personnes qui travaillent sur le sujet. Mais voilà, l'adultisme, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Donc les parents ont une certaine peur de perte de contrôle aussi. Et on retrouve un autre point, je vais terminer là-dessus pour pas faire de tunnel. Faut pas oublier que pour la transidentité, les mineurs trans, il y a aussi un autre facteur qu'on retrouve avec l'homophobie, dans le rejet notamment quand un parent apprend que son enfant est gay, par exemple. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, mais qui malheureusement existe toujours, il y a la question de la filiation. C'est-à-dire, mon enfant qui n'est plus dans un schéma, ou qu'on s'imagine n'étant plus dans un schéma de filiation de la famille, c'est un problème. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est le cas pour l'homosexualité, mais c'est aussi le cas pour la transidentité, et qui vient se conjuguer en plus avec l'histoire de contagion sociale, voilà. Donc tout ça, ça fait un gros mélange. Bon, je m'arrête là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Ouais, juste pour rajouter éventuellement, par rapport aux adultes qui sont pas forcément valorisés, mais qui ont plein d'idées un peu nazes dans la tête, ça s'étend aussi chez les profs, notamment, alors, je suis dans un lycée d'une petite ville, encore une fois avec un certain niveau, donc tous mes collègues sont un peu vieux, et du coup plus proches de la retraite que du début de la carrière. Et du coup, ils ont tout un tas d'idées dans la tête, et parfois je me retrouve un peu en conflit avec eux à leur rappeler qu'en fait le bien-être de l'élève devrait arriver avant, parce qu'ils ont des clichés et que je sais pas trop d'où ils les sortent, mais j'ai déjà entendu des dingueries du style bah ouais, du coup on va opérer des enfants à 10 ans, c'est irréversible, et puis j'étais là, mais d'où tu sors tes infos en fait? Et des fois, ça me fait un peu peur de me dire que ces gens-là sont quand même en contact direct avec les élèves, et que, sans parler même de leur refiler leurs idées un peu nulles, ils peuvent juste les braquer, ou... Je sais pas, je pense que ça peut mener à des trucs vraiment très nazes. Mais ouais, donc ça arrive aussi chez des profs, qui pourtant, normalement, sont un peu éloignés de la valorisation. Et ça s'infiltre. Malheureusement. Et je pose la question à Renard avant de reprendre la parole, parce que sinon, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant, mais...
Non, mais en fait, t'as dit tellement des trucs bien que j'étais là. Oui, 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 oui. Donc non, j'ai rien à rajouter. Oui, parce que du coup, je voulais ajouter, effectivement, on parle de médias Bolloré, mais le problème, c'est que on retrouve partout ces idées-là médiatiquement. Moi, je pense à un journal, alors je sais plus si c'était Ouest France ou Télégramme, c'est du côté de l'ouest de la Bretagne, qui interviewait, il y avait une page quasi double, je crois, sur la transidentité avec une interview de, comment elle s'appelle, que j'écorche pas son nom, Caroline Yachef, donc psychanalyste, et qui répandait, bon, je pense que vous connaissez un petit peu le personnage, donc les idées fondatrices de l'Observatoire de la Petite Sirène, donc vraiment une militante anti-trans, hein, qui, même si elle s'en revendique pas, mais le fait est que les choses sont là, et qui est présentée comme quelque chose de sérieux et de scientifique, ce type de discours, et qu'on va retrouver vraiment partout, en fait. On va retrouver des choses similaires dans le service public, médiatique. Donc, en fait, ouais, quand on dit maintenant, en dehors des médias de Bolloré, il y a une bollorisation des médias en règle générale. Il y a toujours la psychanalyse qui a pignon sur rue encore aujourd'hui. Il y a tout ça qui participe aussi, clairement. Donc médiatiquement, c'est très difficile de passer à côté de ces idées nazes, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Eh ben c'est top. Ok. Après, je me demande... Pardon. Vas-y. Je sais pas. Je voulais juste ouvrir, je sais pas si je dis une connerie ou quoi, mais je pense qu'il y a aussi une question de déclassement social autour de ça. Du fait que les parents, ils voient pas en fait d'exemple de personnes trans, enfin, ils n'arrivent pas à projeter une personne trans qui réussit, et du coup, ils n'arrivent pas à le projeter envers leurs enfants. Et voilà, bref, je pense qu'il y a aussi une notion de déclassement quand tu transitionnes qui veut faire peur aux parents, quoi. Complètement. J'aurais dû le mot déclassement social une fois, et du coup, je suis content. Ok. Bah écoute, en parlant de déclassement, passons sur un côté un peu systémique. Je vous propose qu'on parle un petit peu d'abord de l'école et ensuite des structures plus d'animation et de loisirs, mais en quoi l'école, peut-être en mettant de côté une analyse foucaldienne de l'école en tant que lieu de privation de liberté, mais en quoi du coup l'école favorise au quotidien, enfin l'école au quotidien favorise un climat qui va être oppressant pour les jeunes queers. Je commencerai pas, j'ai trop parlé. Ah bah super. Laisse-moi du coup. Joker. Bah faut croire. Aïe aïe aïe. J'ai très peur de répondre à côté de ta question. C'est pas grave si tu réponds à côté, je te regarderai. Parce que dans l'idée, justement, tout mon truc en tant que prof queer au lycée, c'est justement de contrecarrer. Je suis extrêmement éloquente ce soir, c'est terrible. Mais ouais, du coup, j'essaye de leur apporter autre chose et je me dis que c'est un exemple qu'ils n'ont pas forcément dans les autres cours, que ce soit en termes d'exemple de personnes, mais aussi en termes d'exemple en cours, vu qu'encore une fois, j'ai la chance de faire une matière très ouverte, ce qui me permet de montrer des choses extrêmement diverses. Et notamment dans l'histoire de l'art, où on s'en rend pas assez compte, mais on étudie beaucoup d'artistes hommes, cis, blancs, chiants. Et du coup, j'essaye de renouveler un petit peu tout ça. Et ce qui est bien, c'est que les élèves s'en rendent compte. Parce que quand je leur montre des élèves hommes, du coup, maintenant, ils sont genre madame, où sont les femmes? Donc c'est sympa. Mais globalement, je pense que le problème de l'école actuellement, c'est qu'elle a peu d'exemples au final qui vont sortir d'une norme. Et ça les encourage pas vraiment à s'exprimer autrement, je suppose.
Mais si tu contrecarres, c'est qu'il y a quelque chose à contrecarrer. Probablement. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette chose à contrecarrer? Je suis pas sûre de savoir la définir autrement qu'en négatif. Ok. Voilà. Donc peut-être je laisse la main à quelqu'un d'autre et j'essaierai de rebondir dessus. Ok, je vais répondre un instant au chat, donc ça va faire cliquetis cliqueta. Le son sera, mais je peux le dire à l'oral, Mhm. il n'y aura pas d'écho sur le replay, mais malheureusement, on a des échos indépendants de notre volonté sur le live. Donc voilà. Shaika, as-tu quelque chose à ajouter? Alors la question c'était ce qui freine à l'école, c'est ça par rapport à... Qu'est-ce qui crée les conditions Ouais. de l'oppression finalement? Alors déjà, je crois que ça concerne tous les enfants, et c'est que l'école est une structure contrôlante qui ne vise pas l'autonomie des enfants, même si dans les textes c'est ce qu'elle est censée faire. C'est pas ce qu'on retrouve. On sait qu'au niveau du mal-être des adolescents, c'est le collège où il y a le plus, en tout cas de tensions entre pairs et de difficultés à ce niveau-là. Et je ne serais pas étonné si je vous interrogeais individuellement que le collège a sans doute, je pense, été le moment peut-être dans votre scolarité le plus délicat. Parce qu'en fait, voilà, c'est toujours pareil pour quasiment tout le monde, malheureusement. Donc, structure contrôlante, c'est un lieu de reproduction sociale, et qui dit reproduction sociale dit aussi de reproduction sur des normes de genre traditionnelles ou conventionnelles en tout cas, à la fois au niveau des adultes, puisque les adultes, même les personnes les plus ouvertes, j'ai pas les références sous la main, mais il y a des études où en fait on voit que les enseignants ou les enseignantes, ou enfin qu'importe en fait le genre, les adultes ont tendance à reproduire des interactions implicitement sexistes, en valorisant ou dévalorisant les élèves en fonction de leur genre, sans s'en rendre compte. C'est pas du tout quelque chose qui est voulu de leur part. Enfin, ça peut être le cas, mais en règle générale, non. Et les élèves entre eux. C'est-à-dire que les élèves entre eux, cette construction qui va se retrouver à l'école notamment et à travers les préjugés préexistants, c'est-à-dire que c'est pas les enfants qui ont un problème de préjugés. Ça, c'est un truc qu'il faut arrêter tout de suite. C'était les préjugés. On va retrouver les racines au niveau des adultes, au niveau des représentations, au niveau de la société en général, la cis-hétéronormativité pour aller très très vite. Et ça, les enfants et les adolescents, dans leur propre construction, en intériorisant cette norme-là, vont passer par de la comparaison sociale, en termes de genre notamment, d'orientation sexuelle, et vont pouvoir adopter des comportements répressifs, punitifs, de sanctions envers leur père qui ne rentre pas dans les cases. Donc un garçon qui sera jugé pas assez garçon, une fille qui sera jugée pas assez fille, etc., ou une personne qui est très fluide à ce niveau-là. Il va y avoir une sanction sociale qui est le fruit de tous ces préjugés, de ces normes qui ne viennent pas des enfants, mais qu'ils ont intériorisées, voire dont on leur a enseigné, parfois sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est un lieu qui est potentiellement extrêmement violent, en général, et sur ces questions-là. Avant de passer aux pistes d'amélioration, je vais vous proposer de faire un truc qu'on ne fait jamais, mais qui serait un micro-interlude technique, parce que l'écho est quand même assez complexe, et je pense que le mieux, ce serait que nous mutions tous sur Vidéo Ninja et qu'on passe en conf Discord, et je pense qu'on va éradiquer l'écho de cette façon-là. Et sinon, nous aurons perdu 30 secondes. Alors, il faut que je fasse quoi? Tu mutes Vidéo Ninja. Tu mutes tout le monde dessus. Et ensuite, tu vas sur Discord. Sinon, ça marche pas. Ok.
Est-ce que c'est mieux? Oui. Enfin, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a un effet de. Il faut attendre que on ait suffisamment parlé pour que le bug commence. Mais comme on l'avait pas à la base. J'ai oublié de le faire. euh, Je peux juste me barrer, moi, en fait. Oui, Hop là, bouge c'est pas, vrai. j'arrive. J'avais oublié de faire ça. Je me suis pas sentie concernée par le Good, truc. good. Tout va bien? Ça marche. Faut croire que ça marche. Super. J'ai toujours les sous-titres, le son a l'air toujours bon. Et Renard, tu allais dire un truc. Oui, je demandais parce que j'aurais bien aimé. Enfin, je sais bien si tu changeais de partie ou si c'était à nous de rebondir sur la question. Non, j'allais. Ok, on s'est pas débarrassé de l'écho. Tant pis. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Est-ce que vous auriez des pistes de réflexion pour améliorer ça, pour changer ça, pour atténuer ça? Et ensuite, on embrayera sur les structures. Alors, dans l'éducation nationale, moi, je ne connais vraiment pas assez. Hein, mais je dirais qu'il faut vraiment former. Enfin, j'ai été pion et vraiment, il y avait un problème. J'ai l'impression global de la part, de toute façon, du haut entre guillemets, c'est-à-dire que l'éducation nationale ne donnait pas les moyens de toute façon aux gens de pouvoir mettre en place des choses parce que même moi, avec toute la volonté du monde, en tant que pion, j'ai essayé de mettre en place des actions. En fait, tout seul, pas payé, tu peux rien faire. Alors, bon, c'est quelle piste? Alors, la meilleure des pistes, ce serait déjà de radicalement changer la structure même de l'école, premièrement. En tout cas, à défaut de tendre vraiment sur des structures qui visent l'autonomie. C'est-à-dire, que faut-il dans l'école pour viser l'autonomie? Tout faire pour éviter toute forme, autant que possible en tout cas, de verticalité dans le rapport adulte et enfant-ado. Verticalité du style il y a l'enseignant, l'enseignante qui est là, celle qui sait ou celui qui sait prend la parole. On voit qu'en fait, il y a davantage maintenant de systèmes où on va, l'enseignant, l'enseignante va plus être comme une sorte d'animatrice, de game designer à l'enseignement pour laisser les élèves le plus possible en autonomie. Alors, on croit que je m'éloigne de la question là, mais je vais y revenir. Ça implique aussi de pouvoir, notamment sur les questions de sensibilisation, sur les questions qui sont les nôtres aujourd'hui, dans ce type de game design-là, de permettre aux élèves de pouvoir travailler sur ces questions de manière systémique, c'est-à-dire on va commencer, voilà, on va travailler sur le harcèlement scolaire par exemple. Le harcèlement scolaire, qu'est-ce que c'est? Alors, on va laisser les élèves travailler avec des post-it, etc. On va mettre tout ça en commun. Ok, qu'est-ce qu'on repère comme point commun, comme problème qui revient? Ah bah tiens, là on voit que systématiquement il y a du harcèlement scolaire, quand, etc. Et on commence à voir comme ça des facteurs qui apparaissent. Et ça, c'est les élèves qui le font. Et ensuite, on va demander aux élèves qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Et généralement, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est les élèves qui trouvent des solutions. Et des solutions parfois complètement inattendues. Souvent, ils trouvent des solutions. D'ailleurs, l'adulte peut accompagner les élèves pour, voilà, pour que ça puisse aussi flécher des solutions qu'on sait nécessaires, évidemment. Mais de manière globale, il y a des choses nouvelles qui peuvent apparaître. Par exemple, des élèves qui vont proposer une sorte de contrat à signer, entre guillemets, avec les adultes, etc., mais qui vient d'eux. Et ça change tout. C'est-à-dire que sur ces questions-là, à partir du moment où ça vient des élèves, ça fait vraiment baisser déjà un rapport de domination classique entre l'adulte et l'élève, où là, on est vraiment plus dans une co-construction et vraiment
ouais, on n'est pas dans le sachant du haut de sa montagne, mais plus dans la personne qui va aider, guider, animatrice, animateur, ce genre de choses. Et enfin, toutes les questions de l'autorité et de la punitivité, ou des sanctions plutôt, parce que punition et sanction, c'est pas la même chose. Ça aussi, je crois que c'est un gros problème de l'école. Je parlais de sanctions sociales tout à l'heure. À partir du moment où on est dans un schéma où on va banaliser l'idée qu'en cas de problème, c'est la sanction qui prévaut, on donne une sorte d'effet d'autorisation à la sanction sociale, qui peut passer par la sanction sociale parce que telle personne ne rentre pas dans tel code de genre, dans la cour de récré. Tout ça est intriqué. En fait, nous, adultes, on envoie, sans s'en rendre compte, plein de signaux d'autorisation qui vont être reproduits ensuite par les jeunes et par les élèves, parfois de manière inattendue parce qu'on n'y pense pas, mais la question de la sanction sociale, elle sort pas de nulle part. C'est pas les enfants qui, naturellement, en arrivent à ça. C'est tout simplement parce qu'ils sont dans un système où la sanction est au cœur de nos dispositifs. Et malheureusement, ça joue sur l'homophobie et la transphobie aussi. Oui. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on pointe du doigt depuis tout à l'heure, c'est les adultes. Il faut supprimer les adultes. Voilà, hein, c'est voilà, hein, solution simple. Non, mais en vrai, au-delà de la blague, il y a quand même un petit truc sérieux de oui, je rejoins ce que tu dis sur l'adultisme et sur le fait qu'en vrai, si c'est l'adulte qui perpétue le modèle violent, ben, à un moment, oui, je crois que la réflexion, elle est pas tant, enfin, elle doit être forcément au niveau de oui, faire de la prévention au niveau des enfants, aussi d'armer les enfants, enfin, dans le sens de, bah ouais, leur apprendre à pouvoir se débrouiller, montrer, eux, exprimer leurs besoins, de quoi ils ont envie en termes de structure, en termes de comportement entre eux et des adultes envers eux, et cetera. Mais oui, je crois il y a surtout un gros problème structurel au niveau des adultes et du comportement adulte dans la structure. Alors là, j'ai envie de dire de l'éducation nationale parce qu'on en parle, mais de manière plus générale, dans tout le rapport à l'éducation et qui est empreint d'adultisme, hein, très clairement. Je suis globalement très d'accord avec tout ça. Le truc, c'est qu'on n'est pas formé pour ça. Très bien. Et que c'est vraiment, du point de vue des profs en tout cas, c'est soit tu as envie de faire mieux et tu vas te former par toi-même, parce que si tu comptes sur les formations de l'éducation nationale, tu vas attendre longtemps. Et en fait, on subit ça aussi quelque part, parce qu'on a des inspections, c'est une sanction aussi. Si tu rentres pas exactement dans le moule de l'éducation nationale, bah, tu te fais dégommer derrière. Donc oui, je suis d'accord, il faudrait tout casser, tout recommencer. Oui. Oui, parce que le système est fait pour enforce, pour obliger, enfin pour maintenir, c'est ça, pour maintenir le statu quo et un statu quo qui reste de toute façon dans une grille autoritaire et dans a priori, ce qui vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que fliquer les jeunes, c'est de plus en plus à la mode, quoi. Enfin, c'est le remède. Ça revient en tout cas. Ouais, le remède au mot de toute la société, c'est vraiment de repartir sur l'instinct au début du XXe siècle et si tu fais des conneries, t'es en équilibre sur une règle en bois, quoi. Avec maintenant un prof en IA généré par ChatGPT, mais bon, ça c'est encore le futur de l'éducation nationale. Ok. Et du côté des séjours de vacances et des accueils de loisirs, spontanément, naïvement, on pourrait s'imaginer que c'est plus fluide, plus simple. Alors, est-ce que Tinine, ça te va que... Vas-y, lance-toi, fais-toi un grand plaisir, franchement, vas-y. De toute façon, tout est beau, tout est rose dans notre milieu, je vois pas ce que tu pourrais dire de... Ouais, je vois pas où est le problème. Bah, en fait, déjà, quand tu regardes la structure des colonies de vacances et des accueils de mineurs, comme on les a en ce moment, actuellement, le modèle majoritaire, c'est ce qu'on appelle le modèle colonial.
rien à voir avec les colonies. Voilà. Et du coup, c'est quoi? C'est un accueil où finalement il y a tout qui est millimétré. Genre, les enfants arrivent, ils vont faire une activité numéro 1, puis une activité numéro 2. On va manger, on va prendre le goûter, faire la sortie piscine et heu, tout ce qui va être proposé va être, dans un but éducatif également. Donc on a des structures où finalement il y a très peu d'espace pour l'enfant pour, sortir, on va dire et vivre par lui-même. On reproduit vraiment le schéma de l'école et il faut que ce soit intelligent pour ce qu'on fait. Genre, il est pas en vacances, il est là pour faire l'activité et apprendre des choses. Le fun, non. OK, le fun, mais le fun, apprendre des choses. Voilà et en fait, ça, tout ce modèle-là, qu'on apprend actuellement dans l'éducation, populaire, enfin, ça dépend de ta branche, mais tout ce qu'on trouve en accueil de loisirs et les jours des vacances dans la majorité des horaires de ce jour, des exceptions, mais ce qu'on trouve, principalement, bah, en fait, on se base sur l'idée d'un enfant, heu et sur, les besoins de l'enfant comme l'a imaginé Piaget il y a un certain temps quand même et du coup, en fait, on imagine un accueil pour un enfant, type, qui est, souvent un petit garçon, blanc, neurotypique et du coup, tout l'accueil est fait pour cet enfant qui n'existe pas et du coup, dans ces accueils de loisirs, ces moments de vacances où l'enfant pourrait se reposer et ben, en fait, finalement, on va le mettre au travail et on va le forcer à rentrer dans une case et en fait, c'est pas genre douloureux pour, juste les enfants queer. C'est douloureux pour tous les enfants, finalement. Voilà, genre, finalement, les enfants queer, c'est ceux qu'on voit le plus souffrir parce qu'il y a plein d'exclusions, etc. Mais finalement, c'était et si on se recentre un peu plus sur la partie queerness, en effet, il y a un super texte, genre je vous invite s'il y en a qui sont chauds pour le lire, de Marion Perrin, qui parle de ça, qui parle de l'hétéronormativité en séjour et qui donne l'exemple de la boum, par exemple. Moi, je trouve que vraiment là, je ne fais que du copier-coller de son texte parce qu'il est super. Heu, la boum, c'est une institution en colonie de vacances, heu, où les parents vont mettre le flingue, pour la boum. Les enfants viennent et attendent la boum et c'est tout plein de rituels ultra hétéronormatifs qui vont, par défaut, mettre en souffrance tous les enfants qui vont pas rentrer dans ce schéma-là. Puis, au-delà, ça met en souffrance, genre, tous les enfants qui sont, genre, sensibles au bruit, qui aiment pas danser, qui aiment juste pas la boum, en fait. Mais du coup, c'est vraiment un exemple, institutionnel qu'on voit dans tous les films qui vont parler de colonies de vacances. C'est l'image qu'on a de la colonie de vacances, c'est la boum. En fait, c'est un truc de couple, c'est un truc genre où j'ai vu des fois en séjour des choses aberrantes se passer pendant la boum, où les animes se mettent à interférer dans, les histoires d'amour des enfants, à projeter des choses sur les jeunes alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi. C'est ultra hétéronormatif. Voilà, j'ai fait mon tunnel, merci. Très chouette tunnel, merci. Qu'est-ce que je peux rajouter après ça? Voilà, je vais essayer de redresser la barre. Non, je rigole, je vais continuer à je vais continuer à faire couler le navire. Et... Ah non, mais soyons, voilà, oui, on cale des modèles qui sont, et pour le coup, enfin, j'ai envie aussi de rapprocher ça du handicap dans lequel, enfin moi c'est un milieu dans lequel j'ai bossé. On cale des attentes, sur des enfants qui n'ont pas du tout ces attentes-là, quoi. Il y avait une étude, c'est rigolo, il faut demander, enfin quand on demande à des parents qui envoient leurs enfants en colo, en gros: «Qu'est-ce que vous attendez de la colo?» Et quand on demande aux enfants, heu, qu'est-ce qu'eux attendent de leur colo, bah, les réponses elles sont complètement, complètement différentes et aujourd'hui on est forcément, dans une société capitaliste et consumériste, on est dans un rapport où on vend un produit aussi quand on vend un séjour, surtout le séjour parce que l'accueil de loisirs, c'est encore un peu différent parce que ça peut être vraiment juste un mode de garde et en fait les parents ont besoin d'un mode de garde et donc on n'est pas nécessairement en train de vendre une prestation encore que. Mais le séjour de vacances, oui, on vend vraiment quelque chose et c'est pour ça que typiquement les séjours thématiques,
ont autant le vent en poupe. Parce qu'on va vendre un séjour dans lequel l'enfant va aller au Futuroscope, au parc Astérix, ou alors il va aller faire du jet ski, ou enfin voilà. Et en fait, quand on demande réellement aux enfants qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, généralement ils ont envie de ne rien faire, d'être entre potes, et de pouvoir choisir ce qu'ils vont faire. Et du coup de pouvoir choisir le rien. Enfin, voilà. Et nous, on est dans un truc où on vend un séjour où on a déjà prévu 8h, 18h, voilà. Et après 18h, il y a le repas. Et puis ensuite, après le repas, il y a la veillée. Et donc globalement, la journée, entre, ouais, allez, peut-être 9h parce que c'est les vacances. Mais 9h, 23h. Ben, on a déjà tout prévu pour l'enfant, quoi. Enfin, moi, bah, Renard, ça a dû t'arriver aussi, mais moi, je me suis déjà retrouvé à réveiller des enfants à 7h30 en vacances, en séjour de vacances, parce qu'il y a cheval à 9h et qu'en fait, il faut être à 9h au cheval et que bah, si on les réveille pas à 7h30, ils seront jamais prêts pour être à 9h au cheval. Et donc, des petits bouts de 6 ans qui ont juste envie de dormir et toi, t'es là et allez, il faut se lever. Bah non, enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc oui, je crois qu'il y a un vrai rapport à revenir à ce dont les enfants ont véritablement besoin et pas juste ce que nous on colle sur ces besoins pour pouvoir vendre un produit. Voilà. Maintenant, on sait aussi que, et c'est là où, enfin, c'est pas pour défendre le milieu, mais c'est une des réalités. C'est très dur de vendre un truc où on dit, ben, c'est les enfants qui vont tout choisir, enfin, on ne va, il y a rien de prévu, il y a rien de enfin, rien d'organisé en amont et cetera. Mais aussi parce que comme, disait Sheikha tout à l'heure, ben, en fait, dans une logique où l'enfant n'est pas capable de décider pour lui-même et c'est l'adulte qui sait mieux que lui, ben, en fait, forcément, il faut qu'on vende quelque chose qu'on a prévu pour lui puisque lui, il peut pas décider pour lui-même. Mhm. Voilà, et donc c'est un peu un cercle infernal et c'est là où bon, enfin quand même dans le milieu, oui, il y a plein d'assauts militantes qui essayent de briser un peu ce cercle-là, de proposer d'autres modèles, de voilà, ou même enfin sur le terrain directement, hein, on peut typiquement moi, enfin ça m'arrive encore de partir sur des colos où on a une partie catalogue, prestataire et cetera, où on vend, en gros à des familles ou quoi, un truc, où il y aura des activités, des machins et puis une fois arrivé sur le terrain, ah bah, on redonne le pouvoir aux enfants et on leur montre aussi comment est-ce que c'est possible de décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes, quoi. Je crois que ça, c'est aussi une des pistes, c'est voilà, mais encore une fois, on rentre dans un truc de résistance. Mhm. Voilà, et c'est là où, du coup, on se place en opposition face à un système et quand on a le luxe de pouvoir le faire, c'est bien, mais on sait que pareil, à certains moments, on n'a pas ce luxe-là, quoi. Et puis derrière, tu peux te retrouver avec des parents qui ont le litige facile et. Bien sûr. Bien sûr, j'ai une amie qui a un très très mauvais souvenir comme ça où elle a été forcée d'organiser une activité curling alors qu'elle avait à disposition des balais et pas de palais, enfin vraiment un truc où et donc aujourd'hui elle peut plus entendre parler de curling parce que juste ouais c'est engueulé très violemment avec une maman qui avait inscrite son enfant spécialement pour l'activité curling du mercredi après-midi à l'accueil de loisirs, quoi. Mhm. Et peu importe qu'il y ait pas les moyens, peu importe qu'il y ait pas l'envie des enfants, l'envie des animes, l'envie des machins, non, il y avait écrit curling sur le planning, donc il faut faire curling, quoi. Mhm. Bon. Et j'ai l'impression que dans tout ce qu'on a dit, il y a aussi cette notion de, en fait, finalement, les jeunes, on les occupe tellement maintenant que, en fait, il y a plus le temps, en fait, d'apprendre. Alors, c'est un peu niais comme formulation, je m'en excuse, mais il y a plus d'espace pour apprendre à vivre ensemble et juste discuter. On est tellement dans un truc, et du coup, tous les jeunes en pâtissent et les jeunes queer, au passage, quoi. Moi, je dirais que le problème, il est plus structurel et global que spécialement les jeunes queer, quoi. Mhm. Bien sûr. C'est une conclusion qui me va très bien. Euh, Ok. Et là, j'étais censé trigger Shaika sur son couloir de nage sur le harcèlement, mais tu l'as déjà un petit peu dégommé spontanément. Euh, mais ce qui me fait penser à aller voir toute la playlist de Shaika sur le harcèlement scolaire qui est genre top tier de ce qui se fait sur YouTube. Euh, Mais ce qui du coup me laisse un petit peu le bec dans l'eau, parce que du coup j'ai pas de quatrième partie. Euh,
Après, on peut continuer à parler des violences entre pairs, hein. C'est pas, Bah si tu écoute, veux. moi je trouverais On est ça, loin d'avoir fait le tour de la question, ça me hein. va. À Mais défaut de trouver ça kiffant, je trouverais ça intéressant. Et on l'aura pas fait ce soir, le tour de la question, Non. malheureusement. non, clairement. Mais ce qui est fondamental dans le harcèlement scolaire, en fait, et là je reprends les mots d'un sociologue, j'ai un doute, c'est sociologue, oui, de Barbieux, pas de Pardieu, hein, c'est pas le même personnage du tout, euh, qui disait finalement que les harcèlements, fondamentalement, harcèlement scolaire, sont des violences sexistes. Alors quand on s'arrête là, on se dit bah non. Et en fait, quand on gratte un petit peu, on découvre que effectivement, il y a vraiment, je parlais de reproduction sociale tout à l'heure, lui il parle parfois d'oppression viriliste, ce qui explique notamment pourquoi on a des harcèlements qui peuvent prendre des formes différenciées entre les filles et les garçons. Les garçons, par exemple, enfin les personnes perçues comme garçons, on va dire ça comme ça, auront plutôt tendance, auront davantage tendance à des violences physiques. Ce qu'on va moins retrouver chez les filles, parce qu'il y a vraiment cette idée centrale d'une fabrique de la masculinité, en fait. Non seulement que un garçon qui sera perçu comme pas assez garçon, et ça passe aussi par le fait que c'est un élève, par exemple, qui aurait des bonnes notes. Parce que ça, c'est vu comme quelque chose qui n'est pas masculin, ça fait partie des stéréotypes. Un garçon, il fait des bêtises. Un garçon, c'est pas quelqu'un qui va être premier de la classe. C'est tous ces stéréotypes-là. Donc, on va retrouver justement ce caractère profondément sexiste au niveau des intimidations entre élèves, et ça explique pourquoi les personnes qui sont pas forcément queer d'ailleurs, ça c'est important à préciser, les personnes qui peuvent se faire harceler par homophobie, par transphobie ne sont pas forcément gays, trans, etc. C'est tout simplement la perception de la personne qui attaque. Donc, une personne hétéro peut subir de l'homophobie. On le voit d'ailleurs maintenant, hein, des femmes cis peuvent subir des formes de transphobie, dans une remise en cause justement du fait qu'elle est femme. Et c'était préexistant à toutes les paniques morales autour de la transidentité. C'est juste que maintenant ça s'ajoute dessus. Donc tout ça pour dire en fait que c'est l'une des raisons pour lesquelles justement les personnes queer, ou en tout cas perçues comme telles, sont les plus touchées. De mémoire, d'après le rapport de UNESCO de 2019, je crois que ça représente les personnes LGB. J'ai pas mis le T parce que c'est encore différent. Les personnes LGB ont 3 fois plus de risques d'être violentées, d'avoir du harcèlement à l'école. Et pour les personnes trans, c'est 5 fois plus de risques. Par rapport à des élèves qui seront pas perçus comme gays ou comme trans, en tout cas. Donc on voit qu'il y a vraiment un noyau dur ici. Je dis que des choses négatives à chaque fois, faut que j'arrête. Hein. Non, mais en même temps, je te branche sur des trucs négatifs. C'est vrai. Je veux dire. C'est la faute à la saucisse. Exactement. C'est pas nous. Voilà. C'est pas nous, c'est la société. Et moi, forcément, je vois des saucisses, je pense, choucroute. Je vais pas te demander une recette de tartine à l'avocat. C'est hors sujet. Mais en tout cas, pour dire que... Excuse-moi. Non, vas-y. Finis. Juste une petite phrase de plus positif, en tout cas dans une piste. En fait, il est indéniable dans toute, que ce soit la sensibilisation, prévention, appelez ça comme vous voulez, contre le harcèlement scolaire, ça ne peut pas être disjoint des questions queer, LGBT. Voilà, ça, c'est pas juste petit 1, petit 2, c'est les deux en même temps. Les deux en même temps. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas. Oui, c'est pas une sous-partie, c'est pas une spécificité, les deux sont genre fusionnés, quoi. Ouais. Oui, j'ai l'impression qu'une de nos portes de sortie, elle est
Celle-là, elle est peut-être un peu niaise aussi, mais j'ai l'impression qu'une de nos portes de sortie, elle est intersectionnelle. C'est voilà. C'est-à-dire que oui, en fait, il faut forcément se préoccuper de toutes les discriminations en même temps et qu'on peut pas, on peut pas en écarter une quand on parle de harcèlement. Et typiquement, moi, cet été, je suis tombé un peu de ma chaise. Alors j'étais sur un banc, mais voilà. On a animé, on a animé une soirée débat avec des ados et des positionnements, mais au top, surtout. Euh, Homophobie, mais un positionnement du groupe au top. Transidentité, un positionnement au top. Et nous, plus ça allait, et du coup, plus on était en confiance, quoi. Plus on se dit waouh! Et des ados vraiment très peu éduqués sur ces sujets-là, enfin, et du coup, trop chouette. Enfin, et nous, on monte en confiance, et puis arrivé au sujet racisme, etc., et bah là, des positionnements bardés l'accord, quoi. Et où là, enfin, on l'a pas vu venir, quoi. Et on l'a pris vraiment, vraiment pleine tronche. Et du coup, c'est pour rejoindre aussi ce que disait Renard tout à l'heure. Je crois qu'il y a un truc de, à la fois, on peut se dire que en colo, ça va être pire parce qu'il va y avoir des moments de vie quotidienne. Et donc, potentiellement, on laisse plus de place aussi à des petits groupes qui se forment. Et donc, forcément, enfin, parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas s'entendre nécessairement et devenir copain, copine sur 1 ou 2 semaines, bah, on accepte qu'il y ait ça, ces petits groupes qui se forment, etc. Et potentiellement, ça va mener à plus de harcèlement. Et en même temps, on apprend aussi à vraiment vivre ensemble, quoi. Et c'est ça qui est chouette et qui peut nous permettre, ouais, de faire beaucoup de sensibilisation aussi, d'avoir des moments informels parce que pareil, quand on est dans l'éducation nationale, on est là pour dispenser un certain contenu et ensuite ça sonne et puis la relation avec les élèves, elle s'arrête. Là où dans l'animation, en fait, on sort de l'activité et en fait, on a, la bouffe à préparer ensemble, il y a, le temps, des douches, il y a enfin voilà, il y a tout plein de temps qui nous permettent d'avoir des petits moments, plus en aparté avec des enfants, des ados et du coup d'aborder aussi ces questions-là et eux aussi ont plus de facilité à venir nous voir. Typiquement quand, voilà, oui, c'est le temps d'avant repas et qu'on est, tranquillement dans une salle, à faire des jeux de société et c'est plus aussi, propice à pouvoir, ou bien développer des discussions entre jeunes, ou bien aussi nous mettre notre petit grain de sel et pouvoir faire de la prévention et de la sensibilisation, quoi. Donc, voilà, c'est aussi, oui, je trouve, se saisir du côté vie quotidienne et moments informels qui est important. Apprendre à faire société finalement, n'est-ce pas, n'est-ce pas là le projet? Est-ce que vous avez des trucs dont vous voulez parler? Est-ce qu'il y a des trucs où vous savez, parce que je pourrais trigger la conclusion, mais je me dis qu'il est peut-être tôt, on a encore du temps. Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent par rapport à ce truc-là que vous souhaiteriez qu'on aborde? Et je vous lance là, comme ça, j'ai le temps de changer les piles de l'enregistrement. Juste pour rebondir, pardon Renard, tu voulais dire? Non, je meublais en disant je scanne ma tête, mais c'était du meublage. Vas-y, vas-y. D'accord. Non, je suis pas en train de lancer un autre sujet, c'était juste pour aussi ajouter quelques touches d'espoir. C'est que là, c'est mon opinion personnelle pour le coup. Moi, je pense que nous, en tant qu'adultes, pouvant être en relation en face à face, directement ou indirectement avec des mineurs, je pense qu'on a vraiment ce rôle-là de protection et je crois qu'ici tout le monde l'entend. Si je dis ça, c'est que et là pour le coup c'est une opinion et c'est un espoir. Quand on regarde au niveau des différentes statistiques qui sont faites régulièrement en Europe, dont en France, il y a des statistiques sur l'autodéclaration de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et il y a quelque chose que je trouve assez rassurant et plein d'espoir, c'est que depuis quelques décennies, je dirais depuis les années 2010 surtout, j'ai plus les chiffres en tête, mais on voit une autodéclaration qui ne cesse d'augmenter sur les plus jeunes générations.
On parle souvent de l'explosion de la transidentité chez les mineurs trans. Moi, j'aime bien dire tout autant que les mineurs LGB, en fait. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on remet en cause que les personnes non hétéros, ce sera un effet de mode. Là, on voit justement l'asymétrie. Et voilà, donc j'ai bon espoir là-dessus qu'avec le temps aussi, les mineurs actuels vont un jour devenir des adultes et seront beaucoup plus nombreux, notamment à avoir eu cette expérience et à être beaucoup plus ouverts que notre génération sur ces sujets-là. Juste, j'ai envie d'avoir le même espoir, mais l'idée de dire que les jeunes qui sont LGB, s'il y en a de plus en plus, c'est aussi un reproche qui est fait par des adultes. Ils disent aussi que c'est un effet de mode. Notamment dans les collèges, là où j'ai bossé, dès qu'il y avait un gamin qui faisait un coming out, tout le monde était là à dire « Ah non, mais c'est une mode, ça va lui passer. » Enfin, c'est extrêmement violent, hein, Ça se dit encore, donc des adultes le disent encore. Moi je pensais que c'était... D'accord. Oui. Et ça remonte à il y a pas longtemps. Hein. J'étais en collège il y a 3-4 ans, quoi. Désolé, t'avais debout, t'étais en mode « Ah, c'est chouette ça » et en fait, désolé. non. Je suis là pour casser la maison. Non, mais je perdrai pas espoir parce que c'est un moteur, c'est comme ça qu'on tient. Et au-delà de ça, ouais, vas-y. Mais c'est vrai que dans tes classes, t'observes quand même que c'est genre, a priori, très chill. Alors oui. En revanche. Oui, c'est... Enfin... comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'acceptation des jeunes LGBT. Par contre, des cas de racisme, on en a. Après, enfin, je veux pas plomber l'ambiance, mais pour le coup, moi, je bosse aussi dans un milieu où, oui, j'entends encore des trucs à base de non, mais de toute façon, on n'est pas des PD, des trucs, enfin voilà, pareil, là, sur des formations, j'ai voulu faire intervenir des gens pour venir parler de discrimination. La première chose qu'on m'a dit, c'est on veut pas de propagande LGBT. Alors que moi, je voulais vraiment qu'on parle de discrimination dans l'ensemble du spectre, quoi. Et donc je crois qu'il reste quand même beaucoup de chemin à faire. Et à la fois, je suis d'accord sur l'espoir et sur j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur la notion de protection de l'enfance. Je crois que effectivement, on en parle de plus en plus aussi. Je vais faire une petite passe décisive à Renard, mais typiquement, il y a un film qui vient de sortir récemment sur le milieu des colonies de vacances et où il y a un appel au 119. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus, pareil, d'informations préoccupantes, de signalements. Et en fait, je crois que c'est aussi le boulot de notre génération de justement se donner un peu corps et âme dans la protection des mineurs, justement pour que oui, la génération suivante soit, comme tu disais, plus ouverte, plus acceptante, etc., quoi. Et je crois que, enfin moi aujourd'hui, c'est en tout cas une des missions que je me donne de oui, propager la bonne parole de la protection de l'enfance. Et dans un, enfin, j'y pense, enfin bon, là c'est amer de mon côté, mais c'est des réflexions très perso, mais dans un contexte aussi où perso, en tant qu'animatrice trans, je suis forcément pédocriminel et Morandini reste à l'antenne, quoi. Enfin, je crois qu'il y a aussi une hypocrisie là-dessus qui est assez crasse quand même, mais j'ai l'impression que ça bouge quand même. Enfin, voilà, voilà. On est encore loin que ce soit parfait, mais j'ai l'impression que ça bouge, quoi. Sur toutes les questions, oui, de violence faite aux enfants, quoi. Je sais pas si Renard t'as envie de rebondir sur la protection de l'enfance. Tu rigoles, mais sur mon petit carnet, j'avais marqué le 119, ma frère. Donc voilà. Ma frère, c'est le super film qui est sorti. Et oui, j'en profite pour répandre la bonne parole du 119 à toutes les personnes majeures qui vont regarder cette vidéo. Si jamais vous voyez, vous avez un doute ou une suspicion de maltraitance envers un mineur, vous êtes dans l'obligation légale de le signaler. C'est une obligation. Vous êtes majeur. S'il y a un problème, appel au 119 ou signalement. Voilà. Renseignez-vous.
Oui, alors je rebondissais justement, aux dernières discussions avec un petit décalage. Je vais dire à quelque chose d'un peu plus négatif, mais j'ai quelque chose de positif après aussi qui vient. Comme ça on équilibre un petit peu. Non, pour rebondir justement aussi, sur, ne pas juste réduire au fait, je disais qu'il y avait de plus en plus d'autodéclarations, du côté des jeunes générations et des mineurs, non hétéros, non cis, on va dire ça comme ça très vite. Il y a aussi un autre phénomène, qui lui, est comment dire? À surveiller, on va dire ça comme ça, et qui en plus est mondial, à ma connaissance. Qui est une forme de backlash et qui concerne surtout les générations, on va dire très jeunes adultes, ados, jeunes adultes, j'allais dire vieil ado, je sais pas si ça se dit, de ce qu'on appelle le gender gap. Alors le gender gap, c'est-à-dire, on voit de plus en plus une sorte de polarisation, notamment en termes de vision du monde, sur les questions de genre, de sexualité, politique, idéologique, entre, alors là, je vais dire hommes et femmes, mais parce que c'est des catégories, c'est des études, statistiques et de psycho et cetera, donc je m'excuse quand je fais des catégories un peu binaires, mais voilà. C'est à travers ce référentiel-là, où on voit effectivement, qu'il y a beaucoup plus de jeunes hommes aujourd'hui, qui pourront, hétéros pour le coup, cis hétéros, qui pourront avoir tendance à être, beaucoup plus dans des mouvances qu'on pourrait dire masculinistes ou à proximité. Là où généralement, on va voir, davantage, peut-être plus d'ouverture et de progressisme, du côté notamment des femmes, et des minorités de sexualité, de genre et cetera. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit vraiment, qu'on ne retrouve pas dans les générations plus anciennes, et qui est propre justement aux jeunes générations. Donc il y a ça aussi qui existe en parallèle. Et qui est vraiment à interroger en fait, là-dessus. Et enfin, là je changerai un tout petit peu de sujet, mais c'est pour rééquilibrer avec quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui est important aussi, que moi je trouve formidable et je voulais juste l'aborder là, parce qu'on en parle très peu. On a souvent une vision descendante de l'adulte à l'enfant, en termes de, socialisation, voire de politisation, puisque, les parents, donnent beaucoup, sur des visions du monde et cetera. Et en fait, il y a un phénomène que je trouve génial, notamment sur les questions queer, c'est qu'il y a, une socialisation, ascendante. C'est-à-dire que les enfants changent leurs parents, apprennent à leurs parents ou amorcent leurs parents à modifier leur vision du monde et à s'ouvrir davantage. Et j'aime beaucoup parler de ça parce qu'on parlait d'adultisme tout à l'heure, mais quand on voit ces phénomènes-là, ça on l'oublie souvent. Et il y a notamment des parents, qui n'avaient pas forcément de forts préjugés avant, c'est pas ça que je dis, mais qui en tout cas pouvaient être très maladroits, avoir des préjugés, on va dire pas des préjugés à la Bolloré, mais comme on en retrouve malheureusement dans la société, et qui vont, se transformer littéralement, grâce à leurs enfants, après un coming out ou ce genre de choses. Ça aussi, ça existe. Et ça aussi, pour le coup, c'est porteur d'espoir et c'est bien de le rappeler. Et ça casse pas mal le modèle descendant, des adultes sur les enfants. Mhm. Oui, Anna? Non? Je sais pas, j'hésitais à dire, est-ce qu'on raconte tous une belle histoire, quoi, mais parce que du coup, pour donner un peu d'espoir aussi, mais aussi pour montrer que, en fait, les jeunes n'ont pas vraiment besoin de nous des fois. Même souvent, en fait, n'ont pas besoin de nous d'ailleurs. Et c'est le but de plein de démarches. C'est que récemment, dans une asso que je connais, il y a un jeune, la maman a recontacté l'asso dans laquelle elle est partie en vacances, mais c'est un jeune qui, pendant les vacances, s'est fait des amis et a notamment eu accès à plein de documentation sur le harcèlement. Et en fait, pendant l'année, ce jeune s'est fait harceler. Et en fait, ses parents ont été mis au courant du harcèlement une fois que c'était fini. Parce qu'en fait, il a contacté ses potes de la colo, il a utilisé les ressources, il est allé voir l'infirmière scolaire. Et ça a fonctionné. Et le jeune n'a pas eu besoin de ses parents, n'a pas eu besoin d'adultes référents au-dessus en fait, juste, franchement, moi, j'ai beaucoup d'espoir que enfin, genre,
il faut se rappeler aussi que les jeunes n'ont pas vraiment besoin de nous sur plein de choses, quoi. Et voilà, c'était une belle histoire. Vu qu'on était sur les belles histoires, je me suis dit, je vais inventer une belle histoire. Oui, pour rejoindre, je crois que effectivement, on a vraiment beaucoup à apprendre des plus jeunes. Et bon, après, c'est aussi que c'est marrant parce que actuellement, je me considère un peu dans un entre-deux parce que typiquement, là où je travaille, je fais vraiment partie des plus jeunes. Euh, et c'est rigolo de voir que oui, on peut remettre en cause certaines choses que pensent des gens qui nous disent mais j'ai 30 ans d'expérience, etc. Oui, ben c'est pas parce qu'il y a 30 ans d'expérience que t'as fait bien pendant 30 ans, donc viens, on se remet autour de la table et on discute, quoi. Voilà. Et à la fois de moi, quand je pars en colo avec des ados, et c'est pour ça que je continue à en faire en vrai, c'est que j'apprends tellement à leur contact. Euh, je vois les choses d'une manière différente. Et après, c'est c'est parce que je garde aussi la conviction que vraiment un des pires trucs qui pourrait m'arriver, c'est de devenir une vieille réac. Mais j'essaye vraiment d'être dans cette dynamique-là, ouais, de pas rejeter d'emblée ce que me présentent des jeunes, au contraire, quoi. De vraiment essayer de me dire, ok, si quelqu'un là qui a aujourd'hui 15 ans me présente un truc avec passion, avec engouement, etc., et ben moi, la première démarche dans laquelle il faut être, c'est m'intéresser et m'instruire, quoi. Après, est-ce que ça rentrera dans ma vie? Peut-être pas, parce que voilà, culturellement, c'est pas passionnant pour moi ou quoi. Mais en tout cas, j'essaye de garder ça, quoi. On a perdu Renard. Bah, t'as. Voilà. Tu es parti. Oui, bonjour, Aurais-tu je suis revenu. Tu aurais-tu veux pas, fermé toi, une tu veux fenêtre pas, internet par hasard? Oh, il y a peut-être eu un petit problème quelque part. tu veux pas apprendre des plus jeunes, Renard. C'est là où ta rage quitte. Tu es adultiste, Renard. Tu es tombé du côté obscur. Oh non, Gérard. Bon, on est tous un Je peu. te Vas-y, retire retourne ton en bas. De toute BAFA. façon, Oui. qu'est-ce que tu vas faire? Oui, oui. Et là-dessus, pour dépasser un peu la blague on est tous adultistes, oui. Et du coup, je crois qu'une de nos missions, c'est vraiment du coup et pour le coup, je sais que, enfin, en tout cas pour connaître un peu les pratiques d'animation de renard, je sais que c'est ce qu'on essaye de faire aussi, quoi. Vraiment rendre le pouvoir aux jeunes et de les laisser s'autodéterminer, construire leur schéma, construire leur vivre ensemble, etc., quoi. Et je crois que enfin, si on y arrive bien, potentiellement, oui, ça peut nous piquer aussi un peu de dire ah mais on n'aurait pas fait comme ça, mais là c'est eux qui ont décidé quand même. Donc ben c'est comme ça que c'est bien, quoi. Et c'est un apprentissage en vrai, hein. Parce que typiquement quand on est passé dans le système éducation nationale, on se dit que maintenant que c'est nous qui sommes les adultes, ben c'est nous qui savons et donc c'est à nous de déterminer les règles, etc., quoi. Et du coup, nous, on n'aura jamais décidé dans nos vies parce que quand on était petit, on n'a pas décidé. Et maintenant qu'on est grand, on décide pas non plus, quoi. Ce qui me permet plutôt naturellement de trigger la dernière question avec bah, finalement le rôle des adultes en tant que professionnels, il est où? Il y a un rôle a priori de résistance, certes, mais voilà. Démerdez-vous, vous avez 28 minutes. J'ai quand même l'impression que les mots-clés ont déjà été fournis pour la plupart, hein, protection, forcément. Intérêt supérieur de l'enfant.
sur la question. Oui, il y a à la fois l'autorité parentale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Normalement, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime. Quand un parent fait n'importe quoi, son autorité parentale, normalement, on n'en tient pas compte, en fait, et même parfois, quand c'est dangereux, bon. Donc, bon, ça, c'est important aussi de le rappeler. Moi, je suis rassuré aussi quand j'entends des enseignants, des enseignantes, des adultes qui, face à des situations justement où il y a des blocages au niveau des parents sur la question de mineurs trans, euh, c'est tellement... En fait, il y a un moment, c'est de la désobéissance, hein, ce qu'ils font lorsqu'ils respectent pas justement le fait que les parents veulent pas. Mais il y a un moment, c'est juste une question d'humanité. C'est aussi simple que ça, dans le sens que vous avez un élève, une élève qui est correctement genré par ses camarades, correctement appelé par tout le monde. Même comment, enfin moi je ne sais pas viscéralement comment vous pouvez en tant qu'adulte dans une classe, quand vous faites l'appel par exemple, vous dire en toute connaissance de cause, ah bah non, bah, je vais appeler cette personne comme ça alors que personne l'appelle comme ça en fait. Ça c'est une question... pour ça, bon, on parle de désobéissance, mais normalement, ça devrait être spontané, je pense. Mais en tout cas, ça va dépendre beaucoup des équipes pédagogiques. Je signale aussi que les enseignants, les enseignantes, j'ai déjà discuté avec certains d'entre eux, par mail notamment, qui justement faisaient ça, c'est-à-dire qui respectaient humainement l'enfant et l'intérêt supérieur et le protéger, ou la protéger, et qui ont été à leur tour littéralement harcelés par la hiérarchie. Où ça a été très loin, jusqu'à une personne qui m'avait écrit, jusqu'à des pensées suicidaires de la part de l'adulte. Et il y a une violence. C'est ça qui est dramatique. Lorsque l'adulte va venir essayer de protéger, faire finalement à la fois son travail et même son humanité, hein, tout simplement, et donc faire tampon pour protéger l'enfant, il y a une violence qui peut s'exercer littéralement sur cet adulte-là aussi, et qui participe notamment aussi à une peur collective pour d'autres adultes qui n'osent plus faire. Donc ça, je pense que c'est... il est aussi nécessaire d'un point de vue politique, à défaut d'atteindre un changement radical de l'éducation nationale, et beaucoup de militants le font aussi, de faire bouger vraiment les lignes dans un système pas du tout parfait actuellement et assez préjudiciable, mais au moins d'améliorer les circulaires présentes, les recommandations claires, de faire évoluer la circulaire Blanquer, parce qu'elle n'est pas du tout à jour là-dessus. Et voilà, ça c'est vraiment... on doit passer par là, clairement. Alors quand il y a un silence après et que vous regardez, moi je me dis, mince, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Non, tu dis des trucs hyper bien. Mais voilà, tous les trucs institutionnels, moi c'est vrai que c'est des trucs où je me dis perpétuellement chaque jour, comment est-ce que je peux faire bouger les choses, comment est-ce que je peux secouer mes collègues un peu qui sont empêtrés dans un truc où ça fait 30-40 ans qu'ils sont profs et que changer les habitudes c'est même pas en rêve. Donc bon. Et ouais, un autre truc, je me dis, au-delà de... Enfin, en plus de protéger les enfants, tout ça, il y a peut-être aussi l'idée de les accompagner, quelque part. Parce que... moi, j'aime bien quand ils testent des trucs. Et apparemment, ils aiment bien tester des trucs chez moi. Et parfois, ça peut être tester des trucs vraiment par rapport à ma matière, mais ça peut être aussi tester des trucs par rapport à eux. Tester un prénom, tester un pronom. Enfin, avant qu'ils le fassent auprès de tous les profs, ça peut aussi juste être, si t'as envie de tenter un truc chez moi, vas-y, on le tente. Si ça te convient pas, ça te convient pas. Si t'as envie que je fasse le lien avec les autres profs, c'est aussi une possibilité. Il y a cette idée un petit peu où je leur dis souvent, vous êtes des adultes en devenir, et moi je suis un peu là, en béquille, à côté, genre bon bah vas-y, marche, si t'as besoin de t'appuyer, tu t'appuies, et si tu tombes, c'est pas grave, quoi, tu te relèveras. Voilà.
Mais là, ce que tu fais, vraiment, c'est important, tu dis, parce que c'est à ton propre niveau. Mais en fait, ça amorce aussi des ouvertures au niveau des autres adultes, surtout si tu fais le pont, en fait. Et les adultes, en fait, peuvent très rapidement se sentir un peu bébêtes, les adultes qui refusent ça. À partir du moment où ils voient que toutes les classes et tous les mineurs, ça leur pose pas de problème, et qu'en plus, il y a une validation, ne serait-ce que d'un adulte ou d'une adulte, parfois ça peut suffire à débloquer certaines choses, même si elle n'a pas forcément du pouvoir. Et ça, on le voit très bien en psychologie sociale. Il y a souvent comment dire, euh, on sous-estime faut pas non plus surestimer et surresponsabiliser la personne, c'est pas ce que je dis, mais on sous-estime les petites choses parfois qu'on peut faire, surtout quand on est acteur, actrice d'un environnement collectif, ici d'une équipe pédagogique. Il peut y avoir un mimétisme prosocial qui peut s'enclencher à travers cela. Surtout si on voit les mineurs sont OK, on a une adulte qui est OK, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes, bah, je comprends pas trop, mais pourquoi pas. C'est bête, mais parfois ça peut faire beaucoup. Donc non, moi je pense que c'est très très important, et d'autant plus dans l'éducation nationale qui est très verrouillée là-dessus. En fait, voilà, même si effectivement, avant qu'il y ait un changement radical institutionnel sur ces questions, on n'y est pas, c'est ces adultes-là, dans ces institutions rigides, qui en réalité font bouger au moins au niveau local des trucs. Et c'est fondamental. Donc, pour tous les enseignants, enseignantes et actrices dans le milieu, puisque c'est pas techniquement mon cas maintenant, bah merci et franchement chapeau. Surtout pour les élèves que vous aidez. Et je le dis parce que très souvent, il n'y a pas beaucoup de feedback, il n'y a pas beaucoup de feedback positif, il y a même parfois l'inverse. Donc, pour ça que je le dis. Ouais, je crois que c'est hyper précieux pour tous les mineurs d'avoir justement ne serait-ce qu'un adulte. Parfois ça change les choses. Un adulte qui dit oui enfin, qui accepte sans poser de questions et voire même qui propose de l'aide. C'est extrêmement précieux. Et du coup, pour répondre à la question, je crois que le rôle des adultes aujourd'hui, c'est de pas attendre que ça bouge. Parce que aussi, et moi c'est en partie ce qui m'a radicalisé dans le milieu de l'éducation. Mais le camp d'en face, ils attendent pas en fait. Mm. Enfin, pour avoir fait aussi notamment du babysitting auprès d'enfants qui vivaient dans un milieu plutôt plus que moins facho, ouais, en face, ils attendent pas. Et donc, ben, à nous aussi de faire avec nos moyens, de faire sur nos terrains, voilà, et oui, de pas attendre que ça bouge. Voilà. Et c'est là où enfin, on fera pas la révolution comme ça, mais on peut aider les mineurs qu'on croisera, et ça c'est précieux quoi. Et on sait pas, enfin, on pourra jamais quantifier combien de vies on a sauvé comme ça, mais un petit paquet quand même quoi. Et faut être fier de ça et continuer à faire quoi. Ne pas s'arrêter de faire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on se concentre souvent sur l'impact nocif d'un seul individu, parce que c'est vrai qu'un seul individu peut avoir un impact très nocif, mais c'est vrai que, comme vous le dites, finalement, l'impact d'un seul individu peut être aussi très positif et contrecarrer, voire supplanter l'impact nocif. Ouais. Ouais, et enfin, on en parlait aussi. J'y vais, t'y vas? Non, mais on en parlait aussi tout à l'heure, c'est aussi, enfin, après, là j'en parle notamment dans le cas des personnes trans, mais ça vaut dans le cas de globalement toutes les personnes LGBT et autres personnes discriminées, mais rien que en étant, enfin, et j'en ai eu typiquement le témoignage cet été, rien qu'en étant en vie et en faisant, on donne aussi des modèles, quoi. Et du coup, enfin, ça aussi, c'est précieux personnellement, mais je sais que c'est aussi précieux pour les jeunes d'avoir, oui, des jeunes qui se disent, mais en fait,
t'es adulte, t'es trans et t'as l'air heureuse, ça me donne de l'espoir. Et déjà, si factuellement, rien qu'en en étant, je peux participer à ça, moi, j'ai tout gagné, quoi. C'est voilà. Du coup, moi, tout ce que vous avez dit était super pertinent, donc c'est compliqué d'arriver après là-dessus. Mais on va dire que moi, dans ma tête, mon rôle aussi, du coup, il y a tout ce qu'on a dit précédemment, mais aussi mon rôle, en fait, il s'arrête quand le jeune n'a plus besoin de moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai envie que quand j'accompagne un jeune, un sujet, c'est qu'en fait, à la fin, genre, je ne serve plus à rien. Mon objectif, c'est de ne plus servir. C'est juste qu'il ait les outils et les informations et les ressources nécessaires pour que lui-même puisse prendre en charge ses propres envies, sa vie, sa situation ou ses problématiques. Et du coup, pour moi, il y a aussi ce truc-là à faire attention à nous en tant qu'adultes. Ne pas arriver comme le chevalier servant en mode je vais demander les jeunes et de faire attention à ce que, en fait, ils aient la capacité de se sauver eux-mêmes. Ouais, c'est peut-être un peu, voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Hmm. Mmh, 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 mmh. Non, mais je crois que c'est un des ce que tu pointes là, c'est un des gros problèmes du milieu de l'éducation, en vrai, c'est que, bah, ouais, mais si on autonomise les jeunes, après, ils ont plus besoin de nous, donc on sert à rien. Et ce qui est complètement faux, parce qu'il y aura toujours, d'autres jeunes à autonomiser et enfin, le travail, il est infini. Mais je crois que oui, c'est une des grosses peurs dans le milieu, c'est que, bah, oui, si le jeune, il a plus besoin de nous, nous, on a plus de boulot, quoi. Heu Ah oui, non, mais enfin, c'est pas, c'est pas une position que je défends, hein. Au contraire, je suis d'accord avec toi, mais je crois que oui, ce truc de il faut qu'on participe à notre propre effacement, c'est pas ancré dans toutes les têtes du milieu de l'éducation, loin de là, quoi. Et puis en plus, les jeunes qui ont des difficultés de harcèlement, des difficultés liées à leur queerness, et ben, on sera pas tout le temps là, nous les profs, on sera pas tout le temps là, nous les aider. C'est à nous de donner les armes. Ah oui. Ça va, Youpi? Oui, oui, moi ça va. Ok. Eh bien, écoutez, à moins que vous n'ayez des mots de la fin à rajouter. Rien de plus pertinent que ce qui a été dit pendant 2 heures. Ouais. Moi, je sais pas comment le dire, mais c'est vrai que il y a un truc qui me trotte dans la tête en fait depuis tout à l'heure avec tout ce que vous avez dit et et qui se recoupe avec la panique morale. Je dis pas ça nécessairement pour vous réembrayer, hein. Euh, parce que c'est dommage parce qu'on atteint une jolie conclusion, mais moi j'ai un truc qui continue à me tourner dans la tête, donc je suis obligé de le sortir parce que j'ai une grande gueule et que en plus j'ai fait des efforts pour parler le moins possible. De toute façon, j'étais la moins qualifiée de ce. Vous étiez qualifié, moi non. et mais c'est vrai qu'on est entre queeros en train de parler d'horizontalité, d'écouter les enfants, les besoins de l'enfant, de son intérêt supérieur, d'adultisme, voilà, tout en étant une catégorie de la population qui est littéralement traitée de pédocriminel dès que on met un orteil. Et c'est genre, c'est assez frustrant, j'ai l'impression, à quel point les deux marchent main dans la main, en fait. La lutte contre la pédocriminalité et la lutte contre l'adultisme, l'autonomie des enfants, le fait de les regarder pas comme des objets, des propriétés, des sous-adultes, etc. Et, euh, et paradoxalement ou peut-être de façon euh, fort, fort utile pour ceux d'en face,
on se retrouve à dire que les deux finalement mènent à une pipeline pédocriminelle. Et oui, vas-y. Pardon, c'est juste, ça a fait tic dans ma tête. Alors, je suis pas spécialisée sur l'inceste, hein, mais récemment, j'ai lu quelques petits trucs là-dessus. Et en fait, la majorité, on va dire, des PSS qui se retrouvent sur des enfants et des mineurs, c'est de l'inceste. Et en fait, les climats incestuels, enfin, l'inceste dans les familles, c'est aussi quelque chose qui est créé par un contrôle de la famille sur l'enfant. En fait, si un enfant, il est autonome, si un enfant, il sait dire non, il sait qu'il n'est pas un objet, qu'il n'appartient pas à l'adulte, et ben, du coup, il va savoir mieux se protéger et pouvoir dénoncer l'inceste. Alors, du coup, tu vois, je trouve ça fou qu'on associe vouloir l'autonomie de l'enfant, réduire l'adultisme, et qu'on associe ça à genre la pédocriminalité. Je trouve que ça n'a aucun sens, tu vois, parce qu'au contraire, on se bat contre un système qui finalement permet à l'adulte d'abuser de l'enfant. C'est aussi Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si je le relierais bien aussi à tous ces gens qui sont contre Evars, justement, puisque expliquer à un enfant qu'il n'est pas un objet, qu'on n'a pas à le toucher, à lui donner la possibilité de dire non, le fait que des adultes soient contre ça, parce que pour eux, c'est l'idée qu'en fait, on va leur montrer du porno à la maternelle, ça rentre aussi dans cette même boucle pour moi. Et Ouais. non, mais c'est juste, enfin, pour moi, quand tu dis à quel point est-ce que ça marche main dans la main, etc. Pour moi, ce qui rejoint enfin, je vais faire plaisir à Renard, mais en fait, c'est la lutte contre le fascisme. C'est la lutte contre l'autoritarisme, et c'est là où oui. Aujourd'hui, on est vu, enfin, on nous colle l'étiquette de pédocriminel, parce que en réalité, bah oui, on veut l'autonomie des enfants, on veut leur autodétermination, on veut vraiment leur faire en sorte que ils aient eux-mêmes les armes pour. Alors, enfin, j'ai pas envie de dire qu'on y arrivera nécessairement, hein, mais pour se faire moins agresser, pour être plus capable de se défendre, pour être plus capable de dénoncer, de libérer leurs paroles, etc., quoi. Et je crois que c'est là-dessus, il y a un vrai affrontement idéologique aussi dans notre société aujourd'hui, quoi. Et que pour le coup, moi, c'est aussi, si je supporte cette étiquette de pédocriminel par anticipation, parce que queer et parce que anime, c'est parce qu'en vrai, je suis persuadé que je suis quand même dans le camp du bien, quoi. Enfin, que non, en vrai, oui, nous on lutte pour rendre les enfants les plus autonomes et les plus armés face aux adultes violents, quoi. Et ça, oui, pour moi, c'est pour l'englober dans un grand mot et non pas un gros mot, c'est de l'antifascisme, quoi. Voilà. Oui, parce que au final, au cœur du truc, il y a la notion de contrôle. Oui. Si on donne de l'autonomie aux gamins, ça veut dire qu'on retire du contrôle aux parents. Et en plus de ça, ça se relie au fait que juste en existant, on les menace. Parce que juste en existant, on montre une voie différente, on montre une possibilité différente. Et genre, juste en existant, on retire du contrôle. D'autant plus que nous, on lutte activement contre, donc en plus de ça. mais ouais. Mais du coup, c'est normal qu'à la fois ceux qui ont des trucs à se reprocher en aient peur, et à la fois ceux qui nagent dans ce bain idéologique sortent nécessairement avoir des choses à se reprocher en aient peur. Parce que cette idée de perte de contrôle, pour eux, veut dire que quelqu'un d'autre va avoir le contrôle sur leur gamin, nécessairement. Vu qu'ils n'arrivent pas à envisager ça différemment que le gamin comme subordonné de quelque chose. Donc si c'est plus leur subordonné, c'est le nôtre. Shaika, t'allais dire un truc. Ouais, non, je rebondissais puisque j'ai entendu des mots-clés, menace, autoritarisme, forcément. Ça me parle parce que c'est ce qu'on retrouve notamment donc dans les différentes études en psychologie politique, notamment sur ce qu'on appelle le RWA, c'est l'autoritarisme de droite. On essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ce genre de vision. Ça repose toujours sur une vision d'un monde menaçant.
c'est-à-dire toute personne qui s'écarte des normes, qui est perçue comme déviant selon des normes conventionnelles voire traditionnelles, est une menace. C'est vraiment comme ça que c'est perçu. Donc déjà, à partir du moment où les personnes queer vont apparaître effectivement comme sortant de ces normes-là, donc vont être une menace, quand bien même c'est pas palpable, il va falloir coller des étiquettes là-dessus. Et je rebondissais sur ce que vous disiez sur le contrôle aussi. Il y a vraiment des croyances, un système de croyances rigide où l'être humain a besoin d'une autorité, a besoin d'un contrôle qui n'est pas forcément le contrôle parental d'ailleurs, qui peut être le contrôle social en règle générale, etc. Donc toutes les figures d'autorité. Et c'est pour cela qu'on va retrouver vraiment, je pense, ce côté main dans la main, menaçant parce que les adultes en question sortent de leurs normes, entre guillemets. Et ce que tu disais aussi, menaçant parce que pour eux, en fait, c'est ça qui est triste, mais en fait, très sincèrement, ils sont persuadés que l'être humain ne peut pas vivre moralement, entre guillemets, sans un cadre strict et qu'on qualifierait d'autoritaire, que ce soit des figures parentales ou que ce soit une figure titulaire qui peut être l'État, enfin, ou même symbolique, ce genre de choses. Et ça, précisément, tout le discours qu'on a eu ce soir est complètement antithétique de cela, en fait. Donc, tout ce qu'on vient de dire peut être perçu comme extrêmement menaçant de la part de personnes qui sont dans ce type de système de croyances rigide. D'où le fait qu'ils iront plaquer ces étiquettes-là, ce qui pourra nous paraître insensé, mais en fait, le noyau dur, c'est ça, en fait. C'est cette vision d'un monde dangereux et c'est ce besoin de contrôle. Pas forcément le leur, parce que eux aussi ont besoin d'être contrôlés par une autorité supérieure, qui va être un grand leader, par exemple. Ça va dans tous les sens. Voilà, c'est quand même mieux de finir sur une note antifasciste, finalement. Ok. Bon. Eh bien, si cela vous va, on va pouvoir s'arrêter. Merci d'avoir été avec moi ce soir pour cette version live du podcast avec ces problèmes techniques. Mais en même temps, c'est la première fois qu'on essaye ça, donc it was bound to happen. C'était sûr. Voilà, le live sera disponible en replay dans une meilleure qualité vu que je vais extraire les audios de tout le monde, de tout un tas de sources et de le deuxième micro ici. Suite à une idée de nous avons décidé de suivre la piste du hardware et de juste foutre 2 micros parce que c'était plus simple. Voilà, en sachant que j'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement de ça là, de OBS. J'y ai pensé au bout de 40 minutes ou 1h20, je ne me rappelle plus. Mais c'est pas grave car YouTube garde le truc. Donc la première section sera de qualité vidéo médiocre, mais de qualité sonore meilleure. Et la fin sera juste parfaite, finalement. Je vous laisse mettre les liens que vous voulez partager dans le chat et que je mettrai de toute façon dans la description du replay. Tout ça. Je vous encourage à aller checker pour creuser plus les vidéos de Shaika, notamment sur le harcèlement scolaire, mais aussi sur l'autoritarisme de droite. Il y a de quoi faire et c'est canon. Et voilà, et là ça devrait être le moment où je dirais oui, tout ça, payer Renard le monteur pour les vidéos qu'on a tournées ce week-end, le lien du Ulule, tout ça, ce serait pas mal. Je l'ai pas sous la main, mais voilà, ce serait vraiment chouette parce que là on essaie de payer l'URSSAF, il y en a 500 €, et puis après il faut payer les autres vidéos de l'année 2026. Et voilà, les queers qui font des trucs, c'est toujours compliqué. On aura fait la révolution d'ici la fin de l'année, t'inquiète pas de l'URSSAF. Ah bah du coup, nickel. Vous emmerdez pas. On mettra ça sur le revenu universel d'ici la fin de l'année, du coup. Impeccable.
Pas d'inquiétude. Très bien. Eh bien, écoutez, chers camarades, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente nuit, et une excellente semaine, et une excellente révolution. Oh, c'est magnifique.